Personne ne savait ce que cachaient réellement ces lunettes noires jusqu'à ce que la vérité explose, comme une bombe dans l'industrie musicale française. Derrière les verres fumés, derrière le sourire contrôlé et les refrains à succès, se cachait un homme en guerre. Une guerre intérieure, contre son passé, contre sa famille, contre ses origines. Mais surtout, contre lui-même. Maître Gims, devenu Gims, n'a pas seulement enchaîné les disques de platine et les tubes radiophoniques. Il a bâti un empire. Mais cet empire s'est érigé sur des non-dits, des silences pesants et des sacrifices qu'il ne s'est jamais vraiment pardonnés. L'artiste, adulé pour sa voix singulière mêlant rap, chant et influence congolaise, a longtemps fui la lumière crue des projecteurs lorsqu'elle devenait trop réelle, trop intime. Ce que peu de gens savent, c'est que derrière les victoires de la musique, derrière les records de vente, il y avait un frère brisé, un fils abandonné à lui-même, un homme constamment tiraillé entre sa foi, son succès et ses contradictions. Une interview donnée des années plus tard révélera une fracture irréparable avec sa famille, notamment son propre père, chanteur lui aussi, qu'il accusera publiquement d'avoir déserté le foyer familial dans les moments les plus sombres. Pourquoi un artiste si adoré par la France entière cache-t-il autant de zones d'ombre? Qu'a-t-il sacrifié pour atteindre les sommets? Et surtout pourquoi a-t-il un jour décidé de ne plus jamais chanter pour certaines personnes, y compris les membres de sa propre famille? L'histoire de Maître Gims est celle d'une ascension vertigineuse mais aussi d'une chute morale, invisible à l'œil nu. Et si derrière les lunettes noires se trouvait la douleur d'un homme qui ne voulait plus être vu? Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Djuna, est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 6 mai 1986. Il arrive en France très jeune avec sa famille, s'installant dans des foyers précaires, des squats, et vivant l'exil dans toute sa rudesse. Son père n'est autre que Janana Djuna, ancien chanteur du célèbre groupe congolais Papa Wemba. Mais malgré ce sang artistique dans les veines, la jeunesse de Gims est marquée non pas par la musique mais par l'instabilité, le silence du père et la colère. C'est à Paris, dans le quartier de la Porte de la Chapelle, que le jeune Gandhi forge son identité. Entre l'école, les foyers d'accueil et la rue, il développe un amour viscéral pour la musique, le rap surtout, en écoutant I.Am, Lunatic ou encore Deepak. En 2002, il rejoint le collectif Section d'Assaut, qui connaîtra une ascension fulgurante dans les années 2010 avec des titres comme Désolé, Wati by Night ou Ma Direction. Leur succès est massif, presque inédit pour un groupe de rap français. Mais déjà, dans l'ombre du collectif, Gims attire les projecteurs. Sa voix, son charisme, ses mélodies le distinguent. C'est en 2013 que Maître Gims lance sa carrière solo avec l'album Subliminal. Un raz-de-marée. Il devient une figure incontournable de la chanson française, dépassant les frontières du rap pour embrasser la pop, la variété, l'afro-trap, tout semble lui réussir. Je me tire, Bella, Sapé comme jamais deviennent des hymnes nationaux. Gims vend des millions de disques, fait des tournées sold out, collectionne les récompenses, y compris les prestigieuses victoires de la musique. Mais au sommet de sa gloire, quelque chose craque. Dans les interviews, Gims reste évasif. Toujours élégant, toujours mystérieux. Ses lunettes noires deviennent sa signature, mais aussi son armure. Il se replie dans un entre-deux déroutant. Converti à l'islam, profondément croyant, il refuse de se produire pendant certaines fêtes, s'éloigne parfois des médias, ou annule soudainement des concerts. Une décision symbolique provoque la controverse. Il choisit de ne plus jamais chanter pour ses parents. Pourquoi une telle rupture? Autre tension qui nourrit le mystère, sa famille. Bien qu'il soit issu d'une fratrie de musiciens notamment d'Adju, aujourd'hui star à part entière, les relations sont tendues. Gims évoque un passé lourd, fait de manques et de blessures profondes. Un père absent, une mère sacrifiée. Il révèle que son enfance n'a jamais été une fête, et que l'argent, la célébrité, les trophées n'ont jamais comblé le vide. Un vide qu'il porte encore aujourd'hui, malgré les apparences. Sur le plan artistique, Gims devient aussi une cible. On lui reproche de vendre son âme, de quitter le rap pour la variété, de s'éloigner de ses racines. Il polarise. Certains le voient comme un génie musical visionnaire, d'autres comme un produit commercial trop lisse. En 2020, il prend même une décision radicale, abandonner définitivement le nom Maître Gims pour ne garder que Gims, affirmant qu'il ne veut pas être maître de qui que ce soit, en cohérence avec sa foi. Et c'est justement cette foi qui devient le fil rouge de son évolution. Gims affirme qu'il ne souhaite plus participer à certains événements ou célébrations en désaccord avec ses convictions. Il se coupe du système médiatique traditionnel. Ce choix le rend à la fois admiré et critiqué. Un artiste en rupture. Un homme en tension. À ce moment-là, le vernis commence à se fissurer. Car si Gims a su maîtriser son image publique, ce qui se trame dans l'ombre est bien plus douloureux, bien plus profond. Famille, religion,
argent, identité tout s'entrechoque. Et c'est dans cette collision que naît la suite de l'histoire. Une histoire d'ascension, mais aussi de fractures irréparables. Tout commence comme une success story à la française. En 2013, après l'explosion de Section d'Assaut, Gims frappe fort avec Subliminal. L'album est un triomphe, plus d'1 million d'exemplaires vendus. Le single Je me tire atteint rapidement la tête des classements. Il devient l'un des artistes les plus streamés de France, toutes catégories confondues. Son style est unique. Il mêle le rap pur à des mélodies pop puissantes, ajoute des influences africaines, du chant lyrique, du kitsch assumé. Et ça fonctionne. Trop bien, même. Son deuxième album, Mon cœur avait raison, confirme sa domination. Est-ce que tu m'aimes? Laissez passer, Longue vie, chaque titre devient un phénomène. En 2016, Sapé comme jamais décroche une victoire de la musique. Il est invité partout, salué comme le nouveau Johnny, et collabore avec Stromae, Sia, Maluma. Gims est devenu une institution. Et pourtant, dans les coulisses, le doute commence à s'installer. L'artiste donne peu d'interviews, fuit les paparazzi, se méfie de la presse. Il refuse certaines invitations télévisées sans explication. Lorsqu'on l'interroge sur sa famille, il devient évasif. C'est qu'une déchirure plus intime est en train de grandir. Gims n'a jamais pardonné à son père son abandon. Dans une rare confidence, il dira « Il n'était jamais là. On a grandi dans la galère. » Et aujourd'hui, il veut profiter du succès comme si de rien n'était. Cette blessure, il la traîne comme une chaîne invisible. Elle influence ses choix. Il coupe certains ponts, se referme. Au même moment, ses relations avec ses anciens compagnons de Section d'Assaut se tendent. Le groupe tente un retour, mais Gims refuse de s'y investir pleinement. Les fans crient à la trahison. Ses anciens frères d'armes se sentent délaissés. C'est la fin d'un collectif mythique. En 2018, Ceinture Noire marque un tournant. L'album cartonne, mais l'homme derrière la musique semble ailleurs. Sur scène, il est toujours impeccable, mais à distance. Il ne se laisse plus approcher. Dans son entourage, certains parlent d'une paranoïa croissante. D'autres, d'un mal-être profond qu'il masque par le travail. Il fonde son propre label, se lance dans la mode, multiplie les projets comme pour fuir un vide intérieur. Puis viennent les premières polémiques publiques. Lorsqu'il est révélé que Gims, bien qu'installé en France depuis l'enfance, n'a toujours pas la nationalité française, les débats explosent. On l'accuse d'hypocrisie. Lui répond qu'on l'a toujours considéré comme un « étranger » et qu'il n'en a plus besoin. Ce rejet symbolique blesse profondément. Pour un homme qui a tout donné à la France, le coup est rude. Mais le point de bascule survient en 2020. En pleine pandémie, Gims publie une vidéo dans laquelle il demande que l'on cesse de souhaiter la bonne année, une tradition contraire, selon lui, à sa foi. La séquence devient virale, déclenche une vague d'indignation, d'incompréhension et de moquerie. Certains médias le décrivent comme sectaire, ingrat, prêcheur, voire dangereux. Lui se mure dans le silence, refuse de s'expliquer et se replie davantage. Son image s'érode. Le public se divise. Le Gims populaire devient Gims polémique. Un chanteur à succès, mais de plus en plus seul. La fracture avec la France médiatique est consommée. Et derrière le silence, la solitude, une souffrance remonte à la surface. Ce que le grand public ignore souvent, c'est à quel point Gims s'est senti trahi par les siens, par l'industrie, et parfois même par ses propres fans. Derrière l'homme aux lunettes noires se cache une histoire d'abandon, de colère rentrée, de loyauté brisée. Lorsqu'il déclare publiquement qu'il ne veut plus chanter pour ses parents, c'est comme une bombe émotionnelle. Ce n'est pas un caprice de star. C'est une confession crue, une rupture assumée. Il explique plus tard, presque à voix basse, lors d'une interview brève. Il y a des gens que j'ai aimés plus que tout, mais qui ne m'ont jamais aimé en retour. À un moment, j'ai dû couper pour survivre. Cette douleur familiale devient une ligne invisible dans tous ces morceaux. En réécoutant Tu vas me manquer, Je te pardonne, ou même Tout donner, on comprend que Gims n'écrit pas seulement des tubes, il écrit ses cicatrices. Et puis, il y a l'affaire de la naturalisation refusée. Pour un homme qui a grandi en France, qui a chanté la langue française jusqu'à l'obsession, le fait de ne pas être reconnu comme citoyen devient une blessure identitaire. En coulisses, il enrage. Il aurait rempli tous les critères. Mais une note administrative, obscure, mentionne ses pratiques religieuses visibles et sa proximité avec certaines tendances culturelles non républicaines. Il est choqué, blessé, et il décide de s'éloigner. Ce n'est pas une France bienveillante qu'il a élevée, c'est une France indifférente, parfois cruelle. Dans les médias, les débats s'enflamment. Certains le soutiennent,
d'autres le tournent en ridicule. Sur les plateaux télé, on débat de son attitude, de sa foi, de sa sincérité. Rarement de sa musique. Le malaise grandit. Gims devient une figure clivante. Pour ses fans, c'est un incompris, un artiste à part entière, visionnaire. Pour d'autres, c'est un opportuniste, trop religieux, trop riche, trop distant. Trop tout. Mais au fond, ce qu'on découvre, c'est la solitude d'un homme qui a toujours été de passage. Trop congolais pour être pleinement français. Trop français pour être pleinement congolais. Trop religieux pour le showbiz. Trop showbiz pour les religieux. Et dans cet entre-deux, il cherche désespérément sa place. Un témoignage bouleversant viendra cristalliser cette fracture. Un ancien proche de son entourage, resté anonyme, raconte « Il vit dans une immense maison, entouré de gens. Mais il mange souvent seul. Il ne fait plus confiance à personne. Il ne sait même plus qu'il aime vraiment. » Malgré tout, Gims continue de créer. Il sort Le Fléau en 2020, un album plus dur, plus sombre, où il règle ses comptes. Immortel est un cri. Un règlement de compte avec l'État, les juges, l'histoire. Dans le clip, il évoque les bavures policières, l'injustice, l'oubli. Certains médias le censurent. Mais le message est passé, Gims n'est plus là pour plaire. Il est là pour dire. Et c'est peut-être là, à ce moment précis, que le masque tombe. L'artiste devenu légende laisse apparaître l'homme blessé. Ce n'est pas une chute. C'est une transformation. Gims est l'un de ces artistes qu'on ne peut pas simplement aimer ou détester. Il divise, mais il fascine. Il agace, mais il intrigue. Chez Révélation Célèbre, nous ne jugeons pas l'homme, nous tentons de comprendre le mythe. Et dans le cas de Gims, le mythe dépasse largement la musique. Ce que nous voyons, c'est un homme qui n'a jamais cessé de se battre. Contre les préjugés, contre l'abandon, contre lui-même parfois. Il a réussi là où peu de rappeurs français ont osé rêver. Devenir un phénomène populaire, au-delà des frontières, au-delà des genres, au-delà des dogmes. Son talent est indiscutable. Il écrit, compose, produit, crée des univers sonores et visuels entiers. Peu d'artistes peuvent revendiquer une telle autonomie artistique et commerciale. Mais cette réussite a un prix. En devenant Gims, l'icône, Gandhi Juna, l'homme, s'est effacé. Peut-être volontairement. Peut-être par protection. Cette distance avec le public, cette froideur apparente, est-elle le fruit de la lucidité ou de la douleur? Nous penchons pour un peu des deux. Là où d'autres cherchent la lumière, Gims semble constamment la fuir. Il ne joue pas le jeu médiatique, refuse les interviews faciles, évite les tapis rouges. Certains y voient de l'arrogance. D'autres, de la pudeur. Nous y voyons surtout une volonté d'exister selon ses propres règles. Et vous? Que pensez-vous de Gims? Est-il un génie incompris ou un stratège redoutable? Un homme blessé qui se reconstruit ou un manipulateur d'images? Croyez-vous que ses choix religieux et personnels devraient avoir un impact sur sa place dans le paysage culturel français? Ou est-il justement l'un des seuls à incarner un vrai courage artistique et spirituel, dans un monde où tout est standardisé, lissé, contrôlé? Derrière l'artiste, il y a des contradictions. Et c'est peut-être là, dans cette complexité, que se cache sa véritable force. Car Gims, c'est aussi cela, un miroir. De nos peurs, de nos jugements, de nos attentes déçues. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à rester fidèle à lui-même. Et dans une époque où tout le monde veut être aimé à tout prix, cela fait de lui un artiste rare. Certaines histoires ne devraient jamais être connues. Mais maintenant vous savez. Derrière chaque refrain que vous avez fredonné, derrière chaque clip à millions de vues, derrière chaque performance millimétrée, il y avait un silence. Un vide. Un garçon né dans le chaos, devenu roi de la pop urbaine, sans jamais se retourner complètement sur ce qu'il avait laissé derrière lui. Gims a grandi dans un monde qui ne lui a jamais vraiment laissé de place. Et pourtant, il s'est imposé. Il a chanté dans la langue d'un pays qui ne voulait pas toujours de lui. Il a pardonné sans oublier. Il a aimé sans toujours recevoir. Et il a choisi de ne plus se mentir. Aujourd'hui, on se souvient de ses tubes. Bella, est-ce que tu m'aimes? Sapés comme jamais, ils vivent dans la mémoire collective comme des hymnes de fête, de passion, de liberté. Mais ceux qui écoutent vraiment entendent autre chose. Une solitude. Une prière. Un appel étouffé derrière l'éclat du succès. Peut-être que le plus grand mérite de Gims n'est pas d'avoir conquis les charts, mais d'avoir osé s'exposer, même maladroitement. De Naya Nakamura, la star que la France aime en secret, 1 milliard de vues. Une chanson devenue hymne planétaire. Et pourtant en France,
Aya Nakamura n'a jamais vraiment été la fierté nationale qu'elle aurait dû être. La voix qui a conquis le monde avec Dja Dja, cette mélodie entêtante que même Rihanna connaît par cœur, reste encore aujourd'hui un mystère, une controverse, une anomalie dans le paysage musical français. Pourquoi ? Pourquoi la chanteuse francophone la plus écoutée au monde, adulée à l'international, reste-t-elle aussi controversée dans son propre pays? Est-ce une affaire de style, de couleur de peau, d'origine sociale? Ou y a-t-il des vérités bien plus dérangeantes que le succès ne peut cacher? Avant d'être l'icône de l'afropop que l'on connaît, Aya Nakamura a connu les tempêtes, les jugements, les moqueries. On l'a accusée d'être arrogante, trop vulgaire, pas assez française. On l'a réduite à ses looks, ses prises de parole, ses clashs sur les réseaux sociaux. Mais derrière les polémiques se cache une femme plus complexe, plus blessée, plus puissante que ce que l'on imagine. Et si tout le rejet qu'elle a connu n'était pas un hasard? Et si Dja Dja n'était que le sommet visible d'un iceberg rempli de silence, de conflits et de secrets soigneusement étouffés par l'industrie musicale? Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire non censurée d'Aya Nakamura. La montée fulgurante. Le rejet. Le scandale. Et cette vérité qui dérange. Comment une fille de banlieue d'origine malienne a bouleversé l'ordre établi et s'est imposée malgré tout ce point. Elle s'appelle Aya Danyoko, mais le monde la connaît sous le nom d'Aya Nakamura. Un pseudonyme inspiré d'un personnage de manga japonais, une touche inattendue pour une fille née à Bamako, au Mali, et élevée à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Son destin? Il n'a rien d'ordinaire. Sa trajectoire? Incompréhensible pour certains, révolutionnaire pour d'autres. Quand elle commence à poster ses premiers sons sur Facebook, puis YouTube, Aya est une inconnue. Elle écrit, chante, enregistre elle-même, avec les moyens du bord. Sa voix est singulière, son phrasé nonchalant, sa manière de mélanger l'argot, le verlan, le malien et le français dérange autant qu'elle fascine. Elle ne ressemble à personne. Elle n'imite personne. Elle invente. En 2018, Dja Dja explose. Une chanson sur une fille qui règle ses comptes avec un mec qui a osé salir son nom. Simple. Direct. Viral. Le clip atteint 1 milliard de vues. Aya Nakamura devient la première artiste francophone à atteindre une telle portée, sans faire une note en anglais, sans l'aide des majors américaines. Rihanna la suit sur Instagram. Madonna l'invite à ses soirées. Et pourtant, en France, la presse généraliste reste prudente. Sur les plateaux télé, on la malmène. On massacre son nom, volontairement ou non. Lors d'un passage au JT de TF1, on l'appelle Yaka Nakamura. La vidéo devient virale, pas pour la bonne raison. Les internautes s'insurgent, les fans crient au racisme ordinaire. Aya, elle, reste stoïque. Mais l'irritation est palpable. Car il y a un malaise. Une gêne. Comme si l'establishment culturel français ne savait pas quoi faire d'elle. Trop populaire pour être ignorée, trop différente pour être célébrée. Son esthétique, ses clips ultra stylisés, ses paroles crues mais féminines, ses choix artistiques entre afrobeat, pop urbaine et zouk tout chez elle crie « marginal » qui a réussi sans demander la permission. Et ça dérange. Les critiques la jugent durement. Ses prises de parole sur les réseaux, souvent impulsives, sont systématiquement retournées contre elle. Elle est étiquetée difficile, hautaine, incompréhensible. Certains la réduisent à un produit marketing, d'autres nient carrément son talent. Pourtant, derrière cette façade, se cache une artiste qui écrit chacun de ses morceaux, contrôle son image, refuse les compromis. Aya Nakamura, c'est plus qu'une chanteuse. C'est un phénomène sociologique. Une femme noire, d'origine malienne, qui revendique sa liberté, sa sensualité, son indépendance et qui, malgré le rejet, s'impose dans un pays où les normes artistiques sont encore rigides, formatées, genrées et souvent teintées d'un racisme subtil. Mais ce rejet n'a pas commencé avec Dja Dja. Il y a eu des signes bien avant. Des regards, des remarques, des silences. Et au fil des années, des événements plus violents, plus douloureux, qui ont forgé la carapace d'Aya. Car tout ce que vous voyez aujourd'hui, cette femme forte, cette star mondiale a été construit sur des blessures bien réelles. Et ce n'est que le début. Car la suite de l'histoire, celle qu'on ne raconte pas dans les interviews lissées ou les articles élogieux, c'est une guerre silencieuse. Une guerre entre une artiste et une société qui n'a jamais su comment l'aimer. Une guerre contre les attentes, les stéréotypes, les humiliations, parfois même les trahisons les plus intimes. Tout commence dans la discrétion. Aya, jeune femme de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, fille d'un couple malien venu chercher une vie meilleure, grandit dans une fratrie de 5 enfants. Très tôt, elle se passionne pour la musique, bercée par les voix de Lauryn Hill, Oumou Sangaré, ou encore Beyoncé. À 19 ans,
Elle poste ses premières vidéos sur Facebook, sous le pseudonyme Aya Nakamura. Le succès est immédiat mais confidentiel. Elle enchaîne les morceaux comme Karma, Love d'un voyou et Brisé. Le public afro et urbain s'embrase, la suit, l'adore. Pourtant, à cette époque, peu de médias la prennent au sérieux. Elle ne passe ni à la radio, ni à la télévision. Elle est trop banlieusarde, trop black, trop jeune, trop féminine, trop indépendante. Puis vient Dja, et tout change. La chanson est un ouragan. Portée par son beat dansant, ses paroles pleines de répartie, et une attitude nonchalante à la fois provocante et irrésistible, elle traverse les frontières. Allemagne, Brésil, Espagne, Côte d'Ivoire, Pays-Bas. Dja devient une référence mondiale. Aya Nakamura est propulsée dans une sphère où aucune chanteuse française n'avait jamais mis les pieds. Elle est comparée à une version francophone de Rihanna. Elle fait la couverture de Forbes, de Vogue, de The Guardian. Mais avec le succès vient la friction. Dès ses premiers passages télé, elle détonne. Elle ne joue pas le jeu des questions bien polies. Elle ne cherche pas à plaire. Elle refuse les interviews trop cadrées, coupe court aux questions déplacées. Sur les plateaux, certains journalistes et animateurs semblent embarrassés, voire condescendants. Quand elle demande qu'on respecte son nom Aya Nakamura, sans déformation on la tourne en dérision. Elle n'oublie pas. Et elle réplique. Sur Twitter, sur Instagram, dans ses textes. Elle devient cette voix qui dérange, mais que tout le monde écoute. Les premiers scandales éclatent. D'abord, sa relation tumultueuse avec le producteur et chanteur Niska. Leur idylle, aussi passionnée que chaotique, alimente les rumeurs. Des accusations de violence conjugale circulent. Aya efface puis republie des photos. Les internautes s'en mêlent. Le public est divisé. Faut-il séparer l'artiste de l'homme? Aya, elle, reste vague. Elle dément sans vraiment nier. Elle fait allusion, dans ses chansons, à des blessures profondes. Les mots sont là, cryptiques, mais poignants. Puis viennent les critiques sur son image. Elle change de style. Cheveux bleus, perruque, looks extravagants, maquillage audacieux. On lui reproche d'être trop américaine, trop bling, pas assez naturelle. On la sexualise, puis on la juge. Les attaques sont incessantes. Et pourtant, elle persiste. En 2020, en pleine pandémie, elle sort Aya, un album plus personnel. Elle y parle de maternité, d'amour déçu, d'orgueil, de résilience. Le projet est acclamé. Mais une polémique vient tout gâcher. Elle devait participer au concert virtuel du 14 juillet, en direct de la Tour Eiffel. À la dernière minute, sa performance est reléguée hors direct. Une humiliation publique. Les fans crient au scandale. Elle, encore une fois, ne dit rien. Elle encaisse. Elle encaisse toujours. Le pattern se répète. Chaque victoire est accompagnée d'un revers. Chaque triomphe, d'un soupçon. On scrute ses moindres faits et gestes, ses paroles, ses amours. Elle est la femme que la France admire mais à distance. Et au cœur de tout ça, Aya Nakamura reste droite. Elle construit sa légende dans l'adversité. Elle devient la première artiste féminine noire en France à vendre autant d'albums, à remplir des zéniths, à s'exporter sans renier sa langue, sa culture, sa banlieue. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le prix à payer. Car derrière le sourire, derrière les punchlines, il y a des cicatrices, des déceptions, des désillusions, des relations fracassées avec certains collaborateurs, des batailles juridiques pour contrôler ses masters, des tensions avec les maisons de disques, des crises de confiance, et surtout, une fatigue, celle de devoir sans cesse prouver qu'on mérite d'être là. La montée était spectaculaire, mais elle était pavée de pièges. Aya Nakamura a gravi chaque échelon en solitaire, sans mentor, sans validation, sans filtre. Et si cette ascension, aussi éclatante soit-elle, cachait une chute invisible aux yeux du public? Ce que personne ne dit à propos d'Aya Nakamura, c'est à quel point elle a été seule, exposée et abîmée. Le prix de la célébrité, chez elle, n'est pas fait de luxe et de tapis rouge. Il est fait de suspicions, d'humiliations publiques et de blessures privées qu'elle a dû cacher derrière l'image d'une femme forte. Mais les fissures, elles, ont fini par apparaître. Tout a commencé avec les tensions invisibles. Après le succès de Dja, beaucoup pensaient qu'elle deviendrait la voix officielle de la France à l'international. Elle aurait dû représenter la France aux grandes cérémonies, dans les sommets culturels, dans les médias grand public. Mais non. Elle n'a jamais été invitée aux victoires de la musique au bon moment. Elle n'a jamais reçu les honneurs que d'autres, moins écoutés,
recevait sans difficulté. Un silence institutionnel troublant. On ne m'aime pas ici, mais ce n'est pas grave, avait-elle lancé dans une interview. Une phrase banale en apparence, mais lourde de résignation. Derrière cette phrase, il y avait une vérité dérangeante. La France, son propre pays, n'a jamais su comment la célébrer. En 2022, une nouvelle tempête surgit. Des images fuitent sur les réseaux sociaux. Aya et son compagnon d'alors, Vladimir Boudnikov, se retrouvent mêlés à une dispute violente. La presse s'empare de l'affaire. On parle d'altercations physiques, d'insultes, de jalousie. Le couple, pourtant discret, devient une cible. La chanteuse est convoquée devant la justice pour violence réciproque. Une onde de choc. Les tabloïds s'emballent. La diva au tempérament de feu, titrent certains journaux. Mais au fond, ce qui se joue ici n'est pas un simple fait divers. C'est l'histoire d'une femme qui n'a jamais eu le droit à l'erreur. Un faux pas, et elle devient caricature. Une faute, et elle redevient ce que certains ont toujours voulu qu'elle soit. Une femme instable, impolie, ingérable. Ce procès n'a rien d'anodin. Il révèle une autre facette d'Aya, sa vulnérabilité, sa douleur, sa solitude. Elle, qui semblait inatteignable, puissante, était, au fond, une femme en guerre constante. Contre ses démons, contre ses amours toxiques, contre un système qui ne lui fait aucun cadeau. Dans une interview post-scandale, elle lâche ces mots « Je suis humaine, moi aussi je me trompe ». Cette phrase, simple, sincère, tranche avec l'image dure qu'on lui colle depuis le début. Et soudain, on comprend, derrière la machine à tubes, derrière l'icône, il y a une fille blessée qui voulait juste qu'on la respecte. La réaction du public, elle aussi, divise. Certains fans la soutiennent, la défendent, appellent au respect et à la compassion. D'autres la condamnent, exigent des excuses, appellent au boycott. Les médias, eux, oscillent entre fascination et mépris. Comme toujours. Mais dans cette tempête, Aya se relève. Une fois de plus. Elle prend le contrôle de sa narration. Elle sort un nouvel album, plus mature, plus introspectif. Elle parle de renaissance, de liberté, de pardon. Elle ne cherche plus à plaire. Elle impose. Elle trace sa route, blessée mais debout. Aujourd'hui encore, elle dérange. Elle bouscule les normes. Elle refuse les étiquettes. Elle est cette voix qui chante l'amour, le désir, la jalousie, mais aussi la rage, la fatigue, le mépris. Elle est entière. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est autant attaquée et autant aimée. Parce qu'Aya Nakamura n'est pas un produit marketing. Elle est un phénomène vivant. Et parfois, ça fait peur. Chez Révélation Célèbre, nous avons suivi de près le phénomène Aya Nakamura depuis ses débuts. Et ce que nous avons vu, c'est bien plus qu'une ascension musicale. C'est une révolution silencieuse, une réécriture des règles, une déconstruction des normes établies dans l'industrie musicale française. Aya n'a jamais eu besoin de permission. Elle n'a pas été adoubée par les institutions culturelles. Elle ne s'est pas appuyée sur les circuits traditionnels pour réussir. Elle est arrivée avec ses codes, sa langue, son esthétique et elle a conquis la planète. C'est un fait indiscutable. Elle est aujourd'hui l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Devant les rappeurs, devant les crooners, devant les grandes voix. Elle a même osé s'exporter sans traduire ses paroles, sans édulcorer son style. Et le monde a dit oui. Mais la France, elle, a dit peut-être. Nous pensons que le cas Aya Nakamura révèle un malaise plus profond, celui d'une société encore réticente à embrasser une certaine diversité quand elle sort des stéréotypes convenus. Elle ne correspond pas à l'image que certains se font de la chanteuse française. Elle est noire, elle vient de banlieue, elle parle sans détour, elle chante dans un mélange de codes qui déroute autant qu'il séduit. Est-ce pour cela qu'on l'a longtemps marginalisée dans les médias traditionnels? Est-ce parce qu'elle est une femme qui prend le pouvoir sur sa musique, son image, ses contrats qu'elle a été perçue comme arrogante? Ou est-ce simplement parce qu'elle brise les cadres sans demander pardon? Dans tous les cas, nous croyons que son talent est indiscutable. Sa plume, souvent sous-estimée, cache une acuité rare sur les relations humaines. Sa voix, reconnaissable entre mille, porte une intensité unique. Et sa présence, aussi clivante soit-elle, marque une époque. Mais au-delà du personnage public, ce que nous retenons, c'est le courage. Le courage d'exister pleinement dans un milieu qui ne voulait pas d'elle. Le courage de faire des erreurs, de les assumer. Le courage de se relever, encore et encore. Alors, à vous qui écoutez cette histoire, qu'en pensez-vous vraiment? Aya Nakamura est-elle une artiste géniale ou une figure trop controversée pour le public français? A-t-elle été victime d'un traitement injuste ou a-t-elle simplement dérangé l'ordre établi? Son comportement est-il la conséquence d'un rejet
ou le moteur d'un pouvoir assumé. Dites-nous ce que vous ressentez. Pas ce que les médias vous ont dit, mais ce que vous, personnellement, pensez en la voyant, en l'écoutant, en la suivant. Parce qu'au fond, l'histoire d'Aya Nakamura n'est pas seulement celle d'une chanteuse. C'est peut-être aussi un miroir de notre société, de ses contradictions, de ses attentes, de ses résistances. Et si, finalement, elle représentait ce que la France est en train de devenir ou refuse encore d'être? Il y a des histoires qu'on raconte et d'autres qu'on préfère oublier. Aya Nakamura fait partie de ces rares artistes dont le simple nom évoque à la fois l'explosion, le choc, la grâce et l'inconfort. Elle a bousculé l'ordre, réécrit les codes et imposé une esthétique que personne n'attendait. Elle est arrivée comme une tempête, sans prévenir, et elle n'est jamais repartie. On se souviendra peut-être d'elle comme de celle qui a fait danser l'Europe avec Dja, mais ceux qui regardent plus loin sauront que sa vraie révolution n'était pas musicale. C'était culturel, social, identitaire. Aya n'a jamais cherché à incarner un modèle. Elle n'a jamais prétendu être parfaite. Elle est venue avec ses contradictions, ses colères, ses amours, ses erreurs. Et elle a laissé les projecteurs éclairer ce que beaucoup préfèrent cacher. La complexité d'être femme, noire, célèbre et libre dans une France qui a encore du mal à conjuguer tout cela. Aujourd'hui, elle continue d'écrire sa légende. Peut-être plus en silence, peut-être avec plus de contrôle. Mais toujours avec cette même intensité. Toujours avec cette même fierté. Elle est une survivante. Une créatrice. Une rebelle élégante. Et demain? On ne sait pas. Peut-être qu'elle prendra du recul. Peut-être qu'elle réapparaîtra avec un nouveau son, une nouvelle version d'elle-même. Ou peut-être qu'elle choisira le silence pour se retrouver. Mais une chose est sûre, on ne pourra plus jamais faire comme si elle n'avait pas existé. Aya Nakamura, c'est cette voix qu'on n'a pas voulu entendre jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer. Certaines histoires n'étaient pas censées être connues. Mais maintenant, vous savez point jamais avoir renié ses convictions. D'avoir su dire non, quand tout le monde lui disait de dire oui. Il n'est pas parfait. Il est entier. Et c'est cela que l'histoire retiendra. Alors, lorsque ses lunettes s'éteindront pour de bon, que restera-t-il? Des chansons, oui. Des polémiques, sans doute. Mais surtout un artiste dont le plus grand combat n'était pas d'être célèbre, mais de rester debout. Un homme pour qui chaque succès était aussi une douleur cachée. Et dont le nom, qu'on l'aime ou qu'on le rejette, est gravé dans la mémoire d'une époque.